Comment deux jeunes de Sainte-Anne ont-ils pu disparaître aux yeux et à la barbe de tous? Aujourd'hui, on va parler de l'une des plus grosses affaires de l'histoire de la Martinique. Un scandale à plusieurs millions, voire milliards. Où se cachent les ravisseurs? Que nous cache-t-on 60 ans plus tard? Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Mise à fait, le rendez-vous des faits de société. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va nous intéresser dans pas très longtemps et qui intéresse déjà pas mal de personnes. On va parler aujourd'hui du Téléthon, ce grand mouvement de solidarité dans toute la France qui se tiendra cette année du 29 au 30 novembre. Chaque année, ce marathon solidaire réunit des milliers de bénévoles qui se mobilisent dans toute la France pour faire avancer la recherche et améliorer le quotidien des malades. Mais comment cela s'organise-t-il localement? Comment vivent nos malades ici en Martinique? Et pour en parler, nous avons la grande chance d'avoir la coordinatrice territoriale, Marlise Etienne. Bonsoir Marlise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert concrètement le Téléthon? Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Le Téléthon, c'est une grande fête justement qui réunit des bénévoles qui aident, qui font des actions, des organisateurs qui font des animations pour pouvoir venir en aide aux personnes atteintes de maladies rares et de maladies neuromusculaires. Alors, quand on parle de maladies rares, on parle de quoi exactement? Est-ce qu'on a des noms de maladies? Il y a tellement de maladies. Il y a plus de 7000 maladies rares recensées. Il y a la drépanocytose, qui est une maladie rare également, les maladies du sang. Il y a beaucoup de maladies. Et notamment, nous pouvons inclure dans les maladies rares la myotrophie spinale, la myopathie de Duchenne, la myopathie de Steiner. Enfin, il y a beaucoup de maladies qui font partie des maladies rares. Il y a combien de personnes à peu près en Martinique qui sont touchées par ces maladies? Il y a plus, le CRK, le CRK qui est au CHUM, qui est géré par le docteur Bélos, reçoit 400 malades par an. 400 malades? Oui, en Martinique. Quelles sont les différentes étapes de l'organisation d'un événement comme le Téléthon en Martinique? On commence à l'organiser à partir de quand, le Téléthon ici? Le Téléthon commence à s'organiser dès la fin du Téléthon précédent. C'est-à-dire qu'on reste actif. Il y a les bénévoles. Nous sommes une dizaine de bénévoles sur le terrain, les membres du Téléthon Martinique. Et nous sommes là toujours en train de solliciter les entreprises, des associations, et justement les fidéliser et avoir de nouveaux organisateurs pour pouvoir venir en aide, organiser des actions pour justement combattre la maladie et la recherche. Alors, combien de bénévoles m'avez dit qu'il y a? Au sein du Téléthon Martinique, nous sommes 10. 10. Et comment vous faites pour mobiliser autant de bénévoles à la fois au sein du Téléthon Martinique, mais aussi dans les associations diverses? Est-ce que les associations répondent favorablement chaque année ou est-ce qu'il y a des réticences, des difficultés à les mobiliser? Bon, il n'y a pas de réticence puisque le Martiniquais est un peuple solidaire et généreux. C'est toujours le cas Donc, aujourd'hui? Oui, toujours. C'est vrai que les Martiniquais, c'est pas toujours évident, c'est toujours à la dernière minute qu'ils prennent, ils prennent des décisions, mais nous restons positifs chaque année et nous sommes satisfaits de la participation des bénévoles, des organisateurs et des Martiniquais. Alors, nous avons la grande chance cette année d'avoir le parrain également du Téléthon de cette année. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer pourquoi le Téléthon pour toi a du sens et pourquoi tu as accepté d'être le parrain? Bonjour, donc je m'appelle Sina Andy, je suis mannequin à Paris, mais je suis originaire de la Martinique. Et effectivement, cette année, j'ai la chance, l'honneur même d'être le parrain ici en Martinique du Téléthon. Et effectivement, c'est une cause qui me tient véritablement à cœur. Déjà parce que c'est l'un des mouvements de solidarité qui est, comme on peut dire, l'un des plus grands en France. Et aussi
Personnellement, car effectivement, dans ma famille, j'ai mon neveu qui est atteint d'une maladie rare, mais également parce que je suis président moi-même d'une association qui épaule et soutient justement le secteur de la santé. Pas que, mais beaucoup le secteur de la santé. Alors, on a dit le Téléthon, effectivement, ça a plus de 30 ans, c'est ça, Marlise? Oui, plus de 30 ans. Est-ce que tu as suivi le Téléthon à la télé? Qu'est-ce que toi, tu en pensais? Est-ce qu'un jour, tu te serais dit, je serai le parrain un jour du Téléthon? Non, effectivement. Tu donnais au Téléthon ou pas du tout? Non, je ne donnais pas au Téléthon, il faut le dire. On va être honnête et franc. J'étais bénévole à la Croix-Rouge. Donc, tout ce qui est volontariat, tout ce qui est solidarité, je m'y connais quand même pas mal. Et effectivement, cette cause est venue un petit peu subitement à ma porte, mais j'ai tout de suite décidé de l'ouvrir et je suis vraiment ravi de pouvoir aider le Téléthon cette année. Qu'est-ce qui a justifié le choix, effectivement, d'avoir Andy comme parrain cette année, Marlise et Jen? Eh bien, le choix est que il faut inclure les jeunes dans la société puisqu'ils sont là et pour rassembler un maximum de jeunes autour de cette belle cause qu'est le Téléthon. Donc, je compte sur Andy pour pouvoir mobiliser un maximum de jeunes autour de cette cause. C'est quoi les plus grandes difficultés que l'on a quand on organise le Téléthon? C'est quand même une grosse charge, Marlise et Jen, d'organiser un tel événement. C'est vrai, c'est une grosse charge, comme je dis, mais je ne suis pas toute seule, nous sommes nombreux et chacun a une tâche. Il y a un responsable pour le développement, qui est Dominique. Je dis puisque non, il faut les nommer, les saluer. Il y a Dominique, voilà, que je salue et je les salue tous. Il y a Félix qui est le RAF, le responsable administratif et financier. Nous avons la responsable communication et marketing, Rose Elvire. Et nous avons d'autres équipiers. Donc, nous avons Marie-Françoise, nous avons Josiane, il y a Éline, Anne-Laure, comment il s'appelle? Il nous en voudra pas. Il y en a tellement. Il y a Daniel, je vais oublier personne, donc c'est pour cela. Il y a Jonathan, j'espère que je n'ai oublié personne. Quels sont les objectifs cette année en termes de dons pour le Téléthon, cette année que l'on a? L'objectif, en fait, l'an dernier, c'était nous avons collecté plus de 133 000 euros. Et cette année, nous espérons tous que nous allons pouvoir collecter au moins 150 000. Je vois large, mais bon, il faut toujours garder espoir et être positif. On a le record en Martinique. On sait c'était quoi le record et en quelle année? Bon Dieu, alors là, tu me poses une belle question. Je pense que c'est... je ne vais pas te répondre comme ça. Je n'aime pas dire n'importe quoi. Je n'ai pas le chiffre en tête, puisque ça ne fait que 3 ans que je suis coordinatrice. Et bien sûr, je faisais partie de l'équipe depuis longtemps, mais je ne veux pas donner de chiffres erronés. Et du coup, les fonds qui sont récoltés vont directement à Paris ou est-ce qu'ils sont réinvestis localement vers une recherche locale? Alors, les fonds qui sont collectés, bien sûr, vont dans une caisse commune, qu'est l'AFM Téléthon, bien sûr, c'est surtout qui gère. Et l'AFM Téléthon soutient l'association martiniquaise contre les myopathies, justement, qui est en charge des malades en Martinique, qui les soutient et tout. Alors, nous avons la chance, effectivement, d'avoir avec nous Loïc. Loïc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, moi, je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans. Je suis atteint de myopathie depuis mon adolescence. Et je participe au Téléthon depuis quelques années déjà. Je suis aussi... je suis aussi vice-président de l'association Martinique contre les myopathes. Et voilà. Alors, quand tu as parlé de myopathie, quels sont les symptômes à peu près quand on parle de myopathie? Alors, en fait, ma maladie, c'est la maladie de Steinert. De Steinert, oui. Ok. Donc, ça consiste en quoi? La myotonie, en fait, c'est une maladie neuromusculaire qui touche les muscles. Enfin, voilà. Et parmi les symptômes, il y a la fatigabilité, la fatigabilité. Et
pense. Et puis, ouais, c'est ça. Comment tu as découvert que tu avais cette maladie-là? Alors, j'ai découvert vraiment à la puberté, en fait, je ne sais pas en quelle année, mais on l'a découvert en faisant des tests par le docteur Bélas, c'est lui qui a découvert ma maladie, en fait. Moi, je ne savais pas que j'avais une maladie, un handicap. Et grâce à des tests qu'il a fait, ainsi de suite, il a dit comment il est passé à côté de ça. Parce que ni examen IRM ou autre, il ne voyait rien. Et c'est à la puberté qu'il a découvert que j'ai une maladie rare. Donc, on a la chance également d'avoir ta mère juste à côté. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que Loïc était atteint de cette maladie? Eh bien, moi, depuis la naissance, je savais qu'il y avait quelque chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal que je n'arrivais pas qu'on n'arrivait pas à déceler parce que depuis, juste une anecdote où quand Loïc était en section du moyen, où la maîtresse m'a appelé pour me dire que Loïc est fainéant. Et quand on dit à une maman que son enfant de 4 ans est fainéant, qu'il n'aime pas l'école, donc c'était assez douloureux. Donc, avec mon époux, nous avons tout mis en place, psychomotricité, psychologue, orthophoniste et tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir l'aider parce qu'on nous disait qu'il était bloqué, il y avait un blocage en quelque part, donc il nous fallait l'aider. Donc, Loïc n'avait pas une journée de répit pour lui parce que constamment, il fallait... Et il était demandeur, quoi. Même en ayant 6-7 ans, il en voulait, il ne s'est jamais plaint qu'on faisait trop de choses pour lui. Et il avait déjà vu le docteur Bélance, tout était fait, les tests étaient corrects, il n'y avait rien d'anormal. Et ce n'est qu'en faisant un peu de yoga, parce qu'il n'arrivait pas à faire pas mal d'activités, parce qu'il n'avait pas d'équilibre, et en faisant du yoga, que la responsable m'a appelé pour me dire que Loïc, il y a un problème quelque part, il faut causer. Et quand je suis retournée voir le médecin traitant, je lui ai dit, je vais voir un neurologue. Et il m'a dit, il faut revoir le même neurologue. Donc, quand je suis allée, c'était difficile d'avoir le rendez-vous avec le Dr Bélance parce qu'il est très sollicité. Et je suis retournée pour avoir un autre courrier pour un neurologue. Et il m'a dit, non, tu retournes voir le même neurologue qui a vu Loïc. Et c'est de là que la maladie a fait un pic. Il y a eu un bond à l'âge de 12 ans, quand il a eu 12 ans. Et Dr Bélance, en quelques secondes, quand il lui a serré les mains, il lui a demandé de serrer ses mains. Et quand Loïc, en serrant les mains, il n'arrivait pas à les ouvrir. Et Dr Bélance a dit « Waouh !» Et à ce moment-là, donc, on a mis en place tout le processus pour pouvoir savoir si c'est une maladie génétique. Et tout de suite, il a diagnostiqué la maladie de Steinert. Donc, Loïc, voilà. T'aimais vraiment pas l'école à l'époque? Mais tu fais de la musique? Tu fais de la musique? Je sais que tu fais de la musique, non? J'en faisais la musique. J'ai arrêté le piano, en fait. J'en faisais, mais je chante toujours. Je suis dans une chorale en ce moment. Je chante pour les messes, les mariages et les enterrements. Mais la musique, pas trop quand même. Hein. Ça te fatigue? Ta maladie t'épuise? C'est quoi les symptômes? Tu es vraiment fatigué, tu es épuisé? Non. Alors la maladie, il ne faut pas dire que la maladie m'épuise. La maladie, je la vis avec. Mais il ne faut pas que je reste sans activité. Sinon, je dis à la maladie, fais tes affaires. J'ai pas sommeil, mais c'est la maladie qui me fait dormir, quoi. Mais il ne faut pas que je reste sans activité, sinon je suis là, sous moi, et puis je tourne des pouces et puis je dors. Hein. Donc du coup, tu prends beaucoup de café, tu bois du coca pour te... Non, je prends pas... Il faut avoir coca, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai, ça. Et Stéphanie, à quoi ça ressemble une journée d'un aidant, justement, quand on s'occupe de lui? Est-ce que ça a bouleversé votre vie? Est-ce que... voilà, comment ça s'est passé? En apprenant en descendant la maladie de Loïc,
j'étais beaucoup plus rassurée. Ça va choquer, mais enfin, savoir mettre quelque chose, un nom sur quelque chose, alors que je savais qu'il y avait quelque chose et que je n'arrivais pas on n'arrivait pas à identifier. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette maladie de Steiner qui l'ont très, très tardivement, quoi. C'est pas quelque chose qu'on découvre de la naissance, etc. Mais Loïc, en quelque sorte, nous propulse, nous, parents. Donc, nous puisons nos forces chez Loïc. Ce n'est pas Loïc qui puise les forces chez nous, mais c'est nous qui puisons les forces parce qu'il a une volonté en lui, il a une force de caractère qui le soutient. Donc, je puise mes forces en lui. C'est mon bras droit. S'il faut voyager, on part ensemble. Enfin, il a un sens de l'orientation qui est très très poussé et c'est quelque chose. Donc, on met la maladie parce que le combat que je mène avec lui, c'est parce qu'il ne mange pas, il mange peu. Qui dit Steiner dit atrophie des muscles et dit atrophie des muscles, c'est tous les muscles, c'est pas uniquement les membres, parce que moi pendant longtemps on me parlait de muscles, mais je n'avais pas vu les muscles des yeux, je n'avais pas vu la langue, je n'avais pas vu le cœur. Voilà. Donc c'est tout ce qui a comme muscle sur un être humain est concerné par cette maladie. Donc, actuellement, il est obligé de porter une canne, marcher avec une canne tripode parce qu'il tombe. Il a fait une chute là pas très longtemps encore. Donc, le docteur Bélas lui a dit, Loïc, tu n'as pas de graisse, tu n'as pas de muscle, et si une maladie te tombe dessus, eh ben, c'est fini parce que c'est ça. Donc, c'est le combat qu'on mène avec lui parce qu'il faut se battre avec lui pour manger, qu'il dit qu'il n'a pas faim. Donc, c'est un peu... Mais il est assez autonome dans tout ce qu'il fait. Il a eu des difficultés quand il était à l'école parce qu'on le rejetait un peu, mais il a toujours été... il a toujours eu autour de lui des personnes qui l'accompagnent de par sa gentillesse, de sa détermination. Donc, une seule fois de sa vie, je l'ai entendu me dire, quand est-ce que je vais guérir de cette fichue maladie? En lui expliquant, mais voilà, la recherche, mais on ne sait pas, on ne peut pas dire que, voilà. Donc, on puise nos forces chez lui, il est volontaire. Donc, mes journées, il faut qu'il y ait de l'attention. Il faut qu'on se surveille, il faut surveiller sa toilette, il faut savoir un petit peu. Mais en réalité, il est assez autonome, c'est assez indépendant, mais ça demande quand même une attention. Par exemple, Loïc ne peut pas prendre un bus, surtout en Martinique où on a vu comment sont les bus en Martinique. Il ne peut pas prendre un bus, donc on est obligé de le véhiculer ou de prendre un taxi pour qu'il se déplace, quoi. Mais ça ne vous empêche pas de voyager. Vous avez dit que vous avez voyagé ensemble. Ensemble, vous êtes assez complices. Donc, du coup, vous voyagez ensemble. Avec lui. Enfin, je ne pars pas. Enfin, j'ai eu l'occasion de partir seule parce que pour des raisons professionnelles. Mais quand il y a un voyage d'agrément, on a besoin de personnes. Nous deux, nous y allons. Et puis. Alors, du coup, Loïc, ta mère a parlé de ta capacité d'analyse, etc. Alors, il y a une question que beaucoup de personnes se posent des fois. Est-ce que tu as développé d'autres capacités? Parce que des fois, peut-être que quand on a peut-être un handicap quelque part, pour cet handicap-là, on a développé autre chose. Est-ce que tu es un surhomme d'une certaine manière? Alors, oui. Alors, oui, bon, je peux dire, je suis un peu le GPS de ma maman. Alors, si on lui explique un endroit, le lendemain, je peux dire, non, c'est pas par là, mais t'as tourné par là la dernière fois, alors c'est par là qu'il faut tourner. Je regarde pas trop le GPS. J'utilise mon cerveau pour le regarder, quoi. Et c'est vrai que j'ai une capacité, une mémoire assez développée. J'ai une grande capacité de mémoire assez développée. Si on me raconte quelque chose la veille, 3 jours après, je peux dire, ah, tu m'as raconté tes trucs. Je me souviens. Mais en fait, ma capacité, c'est ma mémoire et mon sens de l'orientation. Stéphanie, quels sont les moments les plus difficiles? Est-ce que c'est plus mentalement, physiquement? Comme je vous ai dit, moi je l'avais déjà intégré
intégré. Donc, les moments ne sont pas... à aucun moment, je me suis dit, mais pourquoi? Je ne me suis pas posé... Jusqu'à maintenant, je ne me pose pas de questions pour savoir pourquoi, etc. On se bagarre parce qu'il prend à 32 ans, on ne peut pas demander à un jeune de 32 ans de fonctionner comme un jeune de 15 ans. Mais je n'ai pas eu... la chose la plus importante, c'est que c'est notre foi, tous les deux. On puise nos forces dans la religion et c'est ça qui fait que tout est opposé parce que Loïc, au contraire, il va entendre, il y a un groupe par là qu'il faut aller à tel groupe de prière. Maman, est-ce qu'on s'inscrit, je te mets, etc. Donc, on est assez fusionnels. Donc, je ne peux pas dire que j'ai vécu des moments difficiles, non. Les seuls moments, et même quand j'ai perdu mes règles, quand le jour du diagnostic, eh bien, ça ne m'a pas affectée parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais, donc non, je ne peux pas dire à 32 ans que j'ai passé des caps très, très difficiles parce qu'ils marchent, quoi. Parce qu'il y a des enfants qui ne marchent pas, qui sont malades, etc. Et comme il disait, je suis une gauchère contrariée, donc lui, c'est vraiment... Tout fonctionne entre nous deux. Vous avez perdu vos règles quand vous avez appris le diagnostic? Oui. Ah bon? Oui. Le choc. Le choc. Le choc que vous avez fait arrêter d'avoir vos règles? Oui. C'est incroyable. Ouais. Andy, qu'est-ce que tu en penses justement de ce témoignage de Loïc et de cette relation fusionnelle qu'il entretient avec sa mère? Ben, je trouve ça très fort et ça se voit, ça s'entend. C'est vrai, ça Ça s'entend au discours de sa mère. Effectivement, il disait qu'il avait un sens de l'orientation hyper développé et effectivement, on se rend compte que dans ce genre de maladie-là, les malades, effectivement, peuvent avoir, ont un moins, mais peuvent avoir un grand plus aussi. Donc je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Loïc, est-ce que tu penses que la société en général est suffisamment inclusive pour les personnes qui ont effectivement quelques difficultés? Est-ce que tu trouves effectivement qu'on est dans l'empathie ou pas du tout? En Martinique notamment. Alors, non, pas spécialement. Parce que il y a beaucoup de... Il n'y a pas suffisamment d'aide pour les personnes en situation de handicap. Il n'y a pas assez de structures. Il n'y a pas assez d'établissements spécialisés. Il n'y a pas assez d'ESAT en Martinique, ici même en Martinique et dans le monde. Et aussi, il y a un problème de stationnement aussi pour les personnes en situation de handicap. Quand tu es handicapé et tu veux te garer sur une personne handicapée, et la personne handicapée est prise là-bas, soit la carte, soit le macaron. Mais tu en penses quoi, justement, des gens qui se gardent sur les personnes handicapées? Eh bien, moi, je pense que c'est pas bien parce que la personne est handicapée, mais utilise la carte parce qu'il y a une personne de sa famille qui est handicapée, il utilise la carte alors que, normalement, il faut que la personne qui a ce handicap soit avec la personne qui a la voiture, quoi. Et des fois, les gens se garent sur une personne handicapée et ils disent qu'ils ne restent pas longtemps. Et ouais, des fois, effectivement, il y a des handicaps aussi qui ne se voient pas. Il y a des handicaps qui ne se voient pas. Donc, tu as parlé justement de ce qu'il y avait de l'empathie des Martiniquais vis-à-vis de la maladie. Et j'avais donc une autre question. On a beaucoup parlé de... Il y a eu tout un débat dans l'éducation nationale au niveau de l'inclusion des personnes qui vivaient un handicap. Est-ce que tu penses que c'est plus pertinent d'avoir des personnes qui ont des maladies ou un handicap dans des classes généralistes ou d'avoir des classes spécialisées? Ça a été un débat pendant de très, très nombreuses années. Alors, moi, voyant mon expérience quand j'étais à l'école, moi, j'ai été super rejeté par mes camarades. Parce qu'il fallait, dans un premier temps, expliquer ma maladie à la classe et essayer de trouver quelque chose pour m'aider. Alors, au début, j'avais une AVSI pour me prendre mes cours. L'éducation nationale m'a donné
un ordinateur pour que je puisse avoir les cours par clé USB. Et au final, en fait, moi j'avais une appréhension, c'est quand je dois parler de ma maladie, j'avais le peur du regard de l'autre. Et ça, c'est un gros frein pour les personnes de handicap parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. De regarder d'une autre manière, que nous, on a notre façon, nous handicapés, de regarder les gens d'une façon, et les gens normaux ont une façon de regarder les autres d'une autre manière. Tu as mal vécu ça, le regard des autres sur toi ou pas? Je l'ai vécu parce que j'avais peur du regard de l'autre à l'époque. Mais en fait, moi, j'ai eu le courage d'affronter ça. Mais si on me regarde d'une façon, d'une manière ou d'une autre, moi, j'avance. J'ai dit, mais si j'avance, me regarde d'une manière, il me juge, c'est pas grave, moi j'avance. Et c'est ça, c'est l'avantage de personnes sur son handicap qui avance, qui fait le monde de chemin, qui avance et il va y arriver. C'est quoi les idées fausses ou les stéréotypes que l'on a envers les personnes en situation de handicap? Que les gens pensent, mais en réalité, c'est totalement faux. C'est quoi les idées fausses que les gens se disent? Alors, soit qu'il a la même vision de voir les choses que les personnes valides, qui marche d'une manière, qui a sa démarche et son physique. Marlise, est-ce qu'il y a... donc on a parlé effectivement de beaucoup de jeunes effectivement qui sont dans la même situation que Loïc en Martinique. Est-ce qu'il y en a qui acceptent de prendre la parole ou c'est plutôt un public qui ne veut pas s'exprimer ou se montrer? Est-ce que tu trouves ça dommage? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Justement, ça reste encore un tabou, hein, les maladies, les handicaps. Hein. Le handicap, c'est vrai que déjà au niveau des familles, et puis les malades aussi sont un peu réticents. C'est vrai que je remercie Loïc de pouvoir nous accompagner dans ce sens sur le Téléthon, mais c'est vrai que ce n'est pas évident que les familles ou que les malades participent à des émissions ou autres. C'est très, très difficile. Et donc le Téléthon qui aura lieu donc dans la nuit du 29 au 30 novembre permet de mettre la lumière sur ces jeunes qui vivent ces situations. Et donc on a posé la question en sondage. Avec cette question, effectivement, des centaines de millions, des dizaines de millions d'euros récoltés en France, des centaines de milliers d'euros récoltés en Martinique. Et la question de savoir est-ce que les personnes savaient à quoi servaient les fonds du Téléthon. Donc on peut le voir justement en sondage juste là, sur 181 votants, une grande majorité disent que oui, bien sûr, ils savent à quoi servent les fonds versés au Téléthon. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, très bonne nouvelle, puisque c'est vrai que la communication y est pour, puisque nous communiquons énormément depuis des années sur le Téléthon et à quoi ça sert justement l'argent collecté justement, ça sert à vaincre la maladie et à promouvoir les recherches également. Du coup, quels sont les résultats concrets des fonds pour le Téléthon? Est-ce que ces dernières années, on a réussi à trouver des solutions contre des maladies dont on pensait que jamais on aurait trouvé de résultats? Très, très bonne question. Justement, l'an dernier, nous avons eu le petit Ibrahima, qui était atteint de la myotrophie spinale. Et c'est une maladie chiffon, que les enfants, la durée de vie, c'était de 2 ans. Et il y a une thérapie génique qui a été proposée à cet enfant. Et il en est guéri et il marche, il est comme tout autre. Et il y a 2 jumelles, justement fin 2023, qui ont bénéficié de cette thérapie génique et qui sont guéris également. Alors, il y a aussi une grande avancée, en fait. Je dirais même un grand bravo pour la recherche concernant la myopathie de Duchenne. Donc, il y a un jeune qui a bénéficié de la thérapie génique et qui est guéri. Donc, c'est quand même une grande avancée puisque le Téléthon a été créé par rapport à des parents, qui avaient des enfants atteints de cette pathologie, la myopathie de Duchenne, et que voilà, c'est vraiment un espoir et je pense que c'est une très 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 bonne chose, cette victoire. C'est une grande victoire pour la recherche du Généton.
Loïc, est-ce que tu penses est-ce que tu espères un jour effectivement qu'on puisse trouver des remèdes ou des solutions à ta maladie? Alors oui, hein, parce que quand même, ça fait un bon bout de temps que j'ai cette maladie sur moi. Alors je souhaite qu'on trouve vraiment une solution pour vaincre la maladie. Mhm. C'est pour ça que le Téléthon existe. Tu connais d'autres personnes en Martinique qui ont la même maladie que toi? J'en connais, Mhm. mais pas plutôt pas plus atteint que moi en fait. D'accord. Et du coup, de quoi vous parlez? Vous échangez de quoi? Non, mais on n'échange pas trop sur nos maladies, quoi. On peut parler de la pluie du beau temps, comme on a envie de parler avec des gens, mais on ne parle pas trop de notre maladie, quoi. Mhm. Marlise, comment on fait pour maintenir l'intérêt du grand public pour le Téléthon? On sait effectivement que le Téléthon a plus de 30 ans. Est-ce que les gens se lassent du Téléthon? Est-ce que c'est sorti? On sait qu'on est dans une génération, on va dire, Kleenex, qui va s'intéresser à quelque chose après, demain ils vont passer à autre chose, etc. Comment et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le Téléthon ne tombe pas dans un oubli? Je sais qu'à l'époque, moi, quand j'étais au primaire, il y avait... Je sais, c'est Chirac, la femme Chirac qui avait fait l'histoire des petites pièces, les petites pièces jaunes, etc. Est-ce qu'il y a toujours les pièces jaunes? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer, trouver pour pouvoir maintenir le Téléthon dans l'esprit des gens? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, toujours, la communication est importante. Et puis, j'appelle aux jeunes. Je dis aux jeunes, justement, parce que c'est la génération future. Nous connaissons déjà, mais il y a aussi une mobilisation à faire au niveau des jeunes. Et c'est bien pour cela que cette année, nous avons choisi Andy, qui est jeune, pour pouvoir mobiliser, sensibiliser les jeunes à cette belle cause. C'est vrai qu'il faut que les gens puissent s'impliquer, connaître. Et effectivement, quand on n'est pas concerné, eh ben bon, on se dit, bon... le Téléthon, c'est quoi? Bon, c'est chaque année, vous nous demandez de l'argent, mais au fait, le fait de dire, de communiquer, de dire ce qu'on fait avec l'argent, les avancées, ça aide également. Alors, pour l'avenir, eh bien là, comme je dis, c'est garder le cap, communiquer, et puis il faut toujours dire aussi que c'est une belle fête. Est-ce qu'il n'y a pas une communication à faire justement sur les réussites? C'est vrai que très souvent, effectivement, il y a la communication sur on demande de l'argent, mais des fois, est-ce qu'il ne manque pas une communication sur eh oh, les amis, on a trouvé une solution pour telle personne, etc. Est-ce que c'est pas ce qui manque en réalité? Eh bien, justement, je compte sur justement Martinique la première parce que le Téléthon, c'est pas seulement aux dates fin d'année ou bien début de décembre ou actuellement 29 et 30. Je pense que dès qu'il y a une avancée, même si il faudrait qu'on trouve, puisque Martinique Première est un partenaire du Téléthon, puisse aussi communiquer. On a l'impression que c'est seulement quand il y a le Téléthon qu'on en parle. Non, il faudrait en parler toute l'année. Nous avons une page Facebook Téléthon Martinique. Nous communiquons dessus, mais nous aimerions aussi que les médias puissent continuer à nous aider, à communiquer, relayer l'information pour justement que le public soit informé des avancées. Alors, il y a une question que l'on peut se poser, puisque moi, je me pose la question aussi. D'ailleurs, c'est peut-être un sentiment que j'ai encore. Est-ce que, malheureusement, le Téléthon n'est pas non plus une manière pour l'État de se défausser de ses responsabilités en mettant plus d'argent dans la recherche? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de supplanter le travail de l'État, en fait? C'est une question que moi, je me pose. Bon, alors, qu'est-ce que je peux te répondre? C'est vrai que les associations, nous sommes en quelque part les amortisseurs de la société. Et l'État, effectivement, qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux pas dire que nous prenons la place de l'État, nous ne prenons pas tout en charge. Mais ça aide aussi, puisque eux aussi, l'État participe aussi au Téléthon. Mais on ne peut pas tout dire, puisqu'il y a tellement de choses. L'État, c'est nous aussi, en quelque part. L'État, c'est nous. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Oui, mais il y a plus de 30 ans, le Téléthon a été créé justement pour pouvoir collecter des fonds. Donc, c'est le Téléthon, c'est la FM Téléthon.
Mhm. Il y a aussi effectivement des critiques au niveau national qui ont été mises sur le Téléthon. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux gens qui critiquent le Téléthon? Ben, les gens qui critiquent le Téléthon, en fait, c'est une méconnaissance, hein. Pour moi, c'est une méconnaissance. Et puis, comme je dis, s'il y avait plus de communication tout au long de l'année sur les avancées, ils comprendraient justement que l'argent collecté sert justement à la recherche et qu'il y a des avancées. Comment vous envisagez l'avenir du Téléthon pour les prochaines années? Est-ce que ça va changer de forme? Est-ce que ça va toujours exister? Ben, c'est en bonne voie, le Téléthon, ça va, puisque ça a changé effectivement, puisque les collectes se faisaient chaque année par des lions, hein, qui étaient mobilisés. Maintenant, c'est une plateforme téléphonique depuis le Covid et ça fonctionne. Donc, nous craignons un peu que ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est un peu... les Martiniquais et les Français étaient habitués justement à cet appel, à cette aide des bénévoles, puisque c'était quand même des bénévoles du Lions Club qui répondaient au 36-37. C'est dommage, nous avons beaucoup de critiques en ce sens. Hein. Pourquoi ne plus avoir les lions? Mais nous avons une réponse que ça revenait beaucoup moins cher parce qu'il fallait payer la poste, il fallait payer Orange, France Télécom, du moins, France Télécom, et c'était vraiment très cher, ça revenait très cher à la FM Téléthon. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi la Poste encore Orange font pas, je sais pas du bénévolat, mais pourquoi justement on n'a pas réussi à faire en sorte qu'ils puissent envoyer ces dons gratuitement, etc. Ben, la Poste et France Télécom dans le temps, c'était France Télécom, c'est Orange. Je ne sais pas, ce sont des partenaires, hein, pourtant, mais il fallait les payer. Comme, bon, je ne veux pas dire autre chose, mais tous les partenaires, normalement, du national en Martinique, c'est pas le cas, quoi. Il faut payer. On dit au-delà justement du Téléthon dont tu seras le parrain dans quelques jours, est-ce que tu as une autre vision donc du coup de monde que tu ne connaissais pas? Est-ce que justement tu vas t'engager sur cette question-là dans les années à venir? Oui, donc déjà, au niveau du Téléthon, je m'engage déjà cette année et l'année prochaine aussi, car nous avons pour but d'organiser un grand gala en Martinique, justement, afin de mettre en lumière la cause, faire en sorte de récolter encore plus de dons, justement, afin de financer la recherche. Mais moi, je prends aussi comme mission de redynamiser cette cause, justement, envers les jeunes, comme le disait Marlise tout à l'heure. Donc, faire en sorte qu'ils adhèrent à ce mouvement de solidarité-là en faisant des actions, donc jeunesse. Là, ce mois-ci, nous avons déjà décidé de faire un défi sportif afin de justement rassembler tout ce qui est donc jeunes ou bien même moins jeunes, familles avec des aidants et des personnes, pourquoi pas malades, effectivement, aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment faire des actions afin de mettre en lumière la cause, afin que les gens puissent connaître donc, les tenants, les aboutissants de pourquoi ils donnent pour le Téléthon, quelles sont justement les choses donc, qui sont mises en place et effectivement lutter contre la désinformation. Car les gens, justement, se disent « Ah, nous pas qu'à Téléthon, nous pas ni l'argent, nous pas ni cela ». Mais en fait, c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Stéphanie, est-ce que vous jugez que vous avez un soutien suffisant de l'État et des institutions sur votre accompagnement? Déjà pour la maladie de Loïc, mais aussi en tant qu'aidant, parce qu'on parle toujours effectivement parfois des malades, mais jamais des aidants. En ce qui concerne Loïc, moi, le soutien que moi j'aimerais avoir, et je pense que c'est le même problème que tous parents, c'est comme Loïc a dit qu'il n'y a pas de structure et ne pas pouvoir à 32 ans trouver une entreprise parce que là Loïc peut travailler, il peut travailler. Donc c'est sûr que comme il a dit pendant toute sa scolarité, il a eu quand même l'éducation nationale qui a fait le nécessaire, parce qu'on ne peut pas dire que Loïc a été laissé pour compte. Il a quand même, quand on a décidé, il faisait un bac pro, et quand on a décidé à la deuxième année d'arrêter parce que le taux de fatigabilité est tellement important qu'il n'arrivait plus à suivre les cours.
Mais après, c'est là où nous, parents, nous sommes complètement démunis parce que nous ne savons pas quoi faire de nos enfants. Là. Donc, Loïc a eu la chance depuis 2019 d'être aux petites tables. Au Théâtre Saint-Ville? Au Théâtre C'est Saint-Ville. génial. Hein? Au Théâtre Saint-Ville. Et vraiment, bon, j'étais bénévole avant que Loïc soit admis, mais qui le valorise parce que Loïc est avec d'autres enfants en situation de handicap, mais la fonction, ce qu'il fait. Parce que normalement, Loïc, quand il part, il dit « je vais au travail ». Même si je lui dis que Loïc, tu n'es pas rémunéré, il me dit « mais non, mais moi, je vais au travail ». Il considère la mission qu'il fait, ce qu'il fait aux petites tables, prendre des rendez-vous téléphoniques, quand il doit faire des sorties, organiser, téléphoner pour prendre et calculer et discuter des prix, etc. Donc, il se sent quand même impliqué dans la vie. Et ça, donc nous, en ce qui nous concerne parents, nous ne mettons pas en avant, nous voulons pour Loïc. Nous sommes tous les deux retraités, mon époux et moi. Et, c'est votre seul enfant? Non, j'ai 3. Mais c'est ça, le bien-être de Loïc. Comme je vous disais, on a tout fait pour lui. Tout ce qu'on avait fait pour lui quand il était petit, c'était pas pris en charge par la sécurité sociale, donc il fallait payer. Donc, on essaie encore qu'il soit bien. C'est ça. Et à partir du moment où Loïc est bien, nous, parents, nous sommes bien. Donc, Loïc, tu es à la petite table, tu es quoi? Tu es cuisinier? Alors, tu vas au non. travail? Alors, non. En fait, nous avons créé un bureau en fait, avec les membres accueillis. Et en fait, je suis le trésorier des petites tables, des membres accueillis. Et en fait, moi, je suis chargé de chercher des lieux de sortie et de récolter les informations, d'appeler, de savoir si c'est accessible, le prix et après discuter avec les assistants qui voient quel jour on peut aller et voir le budget qu'on peut mettre pour y aller. C'est un travail. C'est un travail. Oui, C'est c'est un un travail. travail. Il dit qu'il va au travail. Il travaille. Il travaille. Quel conseil tu aurais aimé donner à d'autres personnes qui se trouvent dans la même situation que toi? Eh bien, moi, je l'aurais dit tout simplement d'aller de l'avant, de ne pas rester isolé, de chercher un truc qui leur passionne et d'aller explorer d'autres horizons, en fait. Si vous voulez, s'ils veulent aller en voyage, par exemple, comme moi, j'en ai déjà fait beaucoup. Tu es allé où, Loïc? Alors, j'ai fait... T'as fait le tour du monde, Loïc? Non. Non, j'ai pas encore fait le tour du monde. J'ai fait des pèlerinages à Medj, à Rome. J'ai fait les GMJ aussi. J'ai fait au moins 3 GMJ. Le dernier, c'était le Portugal. Et puis, le Canada aussi. Ouais, tout de côté. Le gars a voyagé, tu comprends? Tu vois ça? Les États-Unis. Oh là 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 New York, j'en passe d'autres aussi. Voilà, mais en fait, c'est explorer d'autres cultures que pas la culture martiniquaise, mais regarder d'autres cultures comme... voir d'autres horizons. Voilà, voir d'autres horizons et puis c'est pas de claquement de doigts, mais essayer de voir avec toutes ces personnes sur ce handicap, d'essayer de voir avec vos parents si vous vous emmenez voir d'autres cultures dans le monde, quoi. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce que ce sont ces voyages qui te permettent de rester positif? Qu'est-ce qui te permet de rester toujours positif, Loïc? Alors, les voyages, il n'y a pas que ça. Gros papa. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les amis dont j'ai un petit groupe d'amis chrétiens où on a la chance de se retrouver pour les anniversaires. Ça donne une dynamique parce qu'en fait, on se retrouve pour des anniversaires et on fête des anniversaires. Maintenant, la nouvelle adresse, c'est chez moi.
parce que, en fait, je vis pas avec mes parents. Je vis en bas de chez mes parents. J'ai un studio. Ils font tout debout, Stéphanie. Il est autonome. Non, excusez-moi, mais comme il est, en plus, il a des difficultés à marcher, nous, il faut monter des escaliers, il faut prendre des escaliers, donc on a voulu Oui, aménager quelque chose pour lui. quelque afin qu'il chose soit le pour plus lui, à de l'aise façon à qu'il soit possible. plus à l'aise. Il est Et autonome. voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. Marlise, à titre personnel, on vous voit très engagé dans cette dynamique. Je pense que c'est même votre histoire de vie. Est-ce qu'il y a un moment qui a été particulièrement marquant ou émouvant que vous avez vécu dans l'organisation du Téléthon ou même dans votre vie au quotidien? On sait que vous êtes notamment dans le cadre professionnel, dans la solidarité. Eh bien, justement, Loïc, parce que je connais Loïc depuis petit, et de voir son évolution, ça me motive aussi. Et puis d'autres malades aussi, puisque je fais partie d'une association caritative qui est le Lions Club. Donc, nous sommes souvent en lien avec les enfants malades de la drépanocytose. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui me motive, qui me pousse aussi. Et même si je suis fatiguée H24, je suis dans le bénévolat et le social, parce que je trouve que ça manque en Martinique, ça manque. Et puis il y a de l'amour aussi, parce que le fait de partager de l'amour, je pense que ça aide aussi à l'autre, lui donner un sourire, discuter avec le malade. Et ça, c'est important parce qu'il se sent important. Il se sent important. Donc, il est important dans la société, mais il se sent encore beaucoup plus important. Il se sent dans le monde, quoi. Il n'est pas rejeté, en fait. Et j'aimerais quand même que tous les Martiniquais puissent se pencher sur le handicap, parce que personne n'est à l'abri. Du jour au lendemain, on peut être atteint d'une maladie. J'avais un frère qui était autiste. Donc, j'ai aussi dans ma famille, j'ai eu dans ma famille des cas. Donc, c'est vrai que ça aussi, ça m'a poussé depuis mon très jeune âge de me rapprocher de toutes ces associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté et aux malades également. Stéphanie, on parle très peu des fois des aidants. Comment vous faites pour maintenir un équilibre entre votre vie personnelle et votre rôle d'aidante? Et est-ce que des fois vous pensez à votre santé mentale et votre bien-être? Bonne question. Alors, je puise des forces chez Loïc, mais également je puise des forces parce que je suis bénévole au Santé Maventura. Et là, voir les personnes, les résidents, c'est toute une richesse pour moi d'être là et puis de les embrasser tous. Hier, on a fêté, il y avait 6 centenaires et faire cette fête-là. Donc, quand j'arrive à la maison, je ne sais plus. Voilà, et je suis engagée également dans ma paroisse et je suis à la retraite depuis 2019. Donc, ça va. J'arrive, je n'ai pas à me plaindre. Tout se passe... Très bien. Tout se passe très bien. Que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Vous avez parlé de 6 centenaires. D'ailleurs, s'ils veulent venir ici sur Martinique Première, ils sont les bienvenus. Je vous lance l'invitation. On vous met là les centenaires et mais c'était à Martinique Première. On fête ton anniversaire. C'était à Martinique Première. Oui, c'est vrai. Mais je voulais ajouter une chose parce que nous, Loïc et moi, nous faisons partie de l'association l'AMM, l'association des myopathes à Martinique. Et justement, on ne reçoit pas assez de malades parce qu'effectivement, s'il y a des projets et qu'on fait appel à la FM Téléthon, on obtient c'est vrai. des subventions, mais c'est la chasse aux personnes en situation de handicap parce qu'ils ne viennent pas, donc on se retrouve... on ne peut pas faire avec eux. Et quand Dr Bilan dit qu'il y a autant de pathologies, on aimerait quand même qu'ils soient allés un petit peu à l'association pour que nous puissions faire des choses ensemble, quoi. Parce que d'autant plus qu'on a quand même en Martinique un centre de référence, le CRK, où on a une assistante sociale, on a les médecins, parce que Loïc n'a pas eu de problème à l'école parce que le médecin l'a accompagné, est allé à l'école, a expliqué la pathologie de Loïc. Donc, c'est quelque chose qui aide quand même l'enfant parce que au moins il était rejeté, mais quand il fallait parler, donc il a pu quand même...
on arrive à la fête de l'émission. Alors, dernière question très rapidement. Stéphanie, est-ce que des fois, vous ressentez le besoin de prendre du recul? Je pense pas. De repos, non? Non. Non. Andy, le mot de la fin, après on va revenir sur Loïc dans quelques instants. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire? Donc, effectivement, j'aurais aimé dire à toute la population martiniquaise de donner au Téléthon cette année. C'est très important. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'être malade. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'avoir justement quelqu'un de malade dans la famille. Ça n'arrive pas qu'aux autres de souffrir. Et effectivement, redonner de l'espoir à ces familles, à ces aidants, à ces malades, c'est primordial. C'est toujours le même numéro, Marlise? Oui, il faut faire le 36-37, 29 et 30 novembre. J'appelle la population à faire le 36-37, de ne surtout pas relâcher. Il faut être là, il faut être avec nous soutenir dans cette belle démarche, dans cette belle cause qu'est le Téléthon. 36-37. Pour la fin, Loïc, quels sont tes projets, tes rêves pour l'avenir? Qu'est-ce que tu aurais aimé réaliser dans ta vie? Alors, mes projets, j'ai pas vraiment beaucoup de projets. Trouver un travail. Déjà. Ça, c'est vraiment le pic. Dans quel domaine? Tu peux lancer une annonce, là, tu peux le dire. En fait, moi, je suis plutôt de visuel. Sur la radio, télé, voilà. C'est un peu touché à tout, l'audiovisuel. On est au bon endroit. Okay. Nous sommes au bon endroit, juste Loïc, tu sais ce avant. qu'on va faire? Comme on est sous la fin, tu vas regarder cette petite caméra-là et puis je te laisse remercier tout le monde et dire à toutes les personnes merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Vas-y, la caméra est là et on te regarde. Attends que ce soit rouge et tu peux y aller. Vas-y, Loïc. Je vous remercie de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour un prochain épisode sur le Téléthon. Merci beaucoup Loïc, merci beaucoup à tous, merci Stéphanie, merci Andy, merci Marlise et on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire sur Martinique la première.